Bonjour à tous et bienvenue en ce vendredi où beaucoup font, non pas le pont, mais le viaduc. Nous sommes sur Europe 1 jusqu'à 9h30 et nous sommes sur CNews jusqu'à 10h30 pour l'heure des pros. Elle a 20 ans. Elle s'appelle Eden Golan. Elle est née à Kfar Saba, sur la terre d'Israël. Elle est qualifiée pour la finale de l'Eurovision qui a lieu demain à Malmö. Elle est aussi belle qu'elle chante divinement sa chanson Hurricane qui évoque une tempête. Nous pouvons apporter tout ce que nous ressentons et tout ce que le pays traverse pendant ces 3 minutes pour parler au monde à travers la chanson, a-t-elle dit ces dernières heures. Elle porte le poids d'Israël sur ses frêles épaules. Hier, lors des demi-finales, des spectateurs ont hué Eden Golan parce qu'elle est juive, parce qu'ils sont antisémites. Hier, devant son hôtel, des milliers de manifestants ont crié leur haine d'Israël, ont piétiné le drapeau bleu et blanc et ont demandé qu'elle ne chante pas demain, parce qu'elle est juive, parce qu'ils sont antisémites. Il y a des matins où la marche du monde vous jette sur le sable, où la bêtise, le fanatisme, la méchanceté vous atteint plus que d'autres jours. J'ai pensé à cette chanson dont vous vous souvenez bien sûr, de Jean-Jacques Goldman. Elle s'appelait Sarah, elle n'avait pas 8 ans. Sa vie c'était douceur, rêve et nuages blancs, mais d'autres gens en avaient décidé autrement. L'histoire est tragique. À Varsovie hier, comme à Malmö aujourd'hui. Il est 9h, Chana Lousteau. Nathan Dever, Gauthier Lebret. Vous vous rendez compte le monde dans lequel nous vivons? C'est effrayant. C'est l'Eurovision demain. L'Eurovision existe depuis la nuit des temps. Est-ce que vous avez souvenir d'une manifestation, pour quelque raison que ce soit, et pourquoi pas politique, qui interdise à un chanteur ou une chanteuse de chanter le soir de l'Eurovision? Ça n'est jamais arrivé. Jamais arrivé. Il y a pas eu quand même en Europe quelques conflits depuis en tout cas sinon conflits, quelques frictions parfois. Jamais ce n'est arrivé. Écoutons Eden Golan qui s'est exprimée, elle a 20 ans et vraiment elle a beaucoup de courage cette jeune femme. Je pense que nous sommes tous ici pour une seule raison. Et l'EBU prend toutes les précautions de sécurité pour que ce soit un lieu sûr et uni pour tout le monde. Donc je pense que tout le monde est en sécurité. Nous serons ici pour aucune autre raison. Et peut-être qu'au contraire, beaucoup de gens vont vouloir voter pour elle parce que il y a d'abord un jury, nous sommes d'accord, et puis il y a aussi le vote du public. Le jury du public. Bon. Bah oui. Mais pour le jury à Malmö, ça va pas être simple non plus de donner des voix, puisqu'il y a une sorte de pression sur ce jury. Écoutez ce qu'a dit Benjamin Netanyahou qui la soutient. Eden, je veux te souhaiter bonne chance. Tu sais quoi? Tu as déjà gagné. Car non seulement tu participes fièrement et de manière impressionnante à l'Eurovision, mais tu affrontes avec succès une horrible vague d'antisémitisme. Tu t'y opposes et tu représentes l'État d'Israël avec beaucoup d'honneur. Alors sois béni et sache que lorsqu'ils te hueront, nous te crierons Hourra. Il se trouve que la chanson est superbe en plus. Je vous propose d'écouter quelques notes de musique. Vous l'avez peut-être déjà écoutée, cette chanson, elle est très belle. Et quand on parle parfois d'infiltration dans les services publics, voyez ce qui se passe aujourd'hui en Belgique. La demi-finale de l'Eurovision a été brièvement interrompue jeudi à la télévision belge, VRT, par un message de soutien à la Palestine diffusé par un syndicat de la chaîne VRT. Ce dernier a jugé scandaleux la participation israélienne au concours. Ça, c'est un syndicat, regardez, c'était l'antenne. C'était l'antenne de VRT en Belgique. Donc on voit bien la difficulté que vont être nos sociétés dans les prochaines années. Et même, ça existe déjà aujourd'hui en Belgique. Je voudrais qu'on voit le sujet de Michael Dos Santos et je vous donne la parole.
Un drapeau israélien piétiné, des chants et des slogans pro-palestiniens. À quelques kilomètres de la scène où les candidats de l'Eurovision s'affrontent, ces manifestants appellent au départ de la représentante israélienne. J'aimerais qu'Israël soit disqualifié, comme les organisateurs l'ont fait avec la Russie lors de l'invasion de l'Ukraine. Invitée surprise de ce rassemblement, Greta Thunberg, la militante écologiste, a troqué son combat contre le réchauffement climatique pour le boycott d'Israël. La jeune Suédoise condamne les actions de l'État hébreu dans la bande de Gaza. Elle appelle les étudiants du monde entier à amplifier la mobilisation. Je pense qu'ils devraient être partout. Une fois de plus, les jeunes montrent la voie, montrent au monde comment nous devons réagir face à la situation. Non loin de là, autre manifestation, celle des pro-israéliens. Je pense que ce serait bien mieux si nous pouvions nous asseoir, parler, organiser des fêtes ensemble, bref, passer du temps en musique. Je pense que l'Eurovision est une belle chose, que le concours ne doit pas être mêlé à la politique. Tout doit tourner autour de la musique. Par crainte de débordement, la sécurité a été renforcée par les autorités suédoises. Vous vous rendez compte qu'il y avait quelqu'un qui comparait l'attaque de la Russie en Ukraine, la Russie qui a agressé l'Ukraine, à Israël, qui a été agressé le 7 octobre et qui a vécu une des pires journées de son histoire. Et la chanson, c'était une chanson pour rendre hommage aux victimes du 7 octobre. C'est une jeune femme de 20 ans qui vient rendre hommage aux victimes du terrorisme. Et il y a une partie qui a même dû être réécrite, puisqu'elle a été jugée trop politique. Vous lisez la partie qui a été réécrite, il n'y a rien de politique. Ça dit simplement « Dansant dans l'orage, nous n'avons rien à cacher, ramène-moi à la maison et laisse le monde derrière, et je te promets que ça n'arrivera plus jamais, je suis toujours mouillé par cette pluie d'octobre ». C'est ça qui a dû être réécrit. Je pense que c'est très révélateur d'une sorte d'incapacité actuelle à savoir appréhender les deux plateaux d'une balance. Je veux dire, à partir du moment où nous avons une barbarie du 7 octobre et où ensuite on peut discuter la manière dont Netanyahou organise cette riposte longtemps légitime, eh bien, le délire intellectuel d'aujourd'hui fait que la bêtise, le simplisme ne sont pas capables d'appréhender toutes les données du problème et en réalité tombent dans une sorte d'exclusion qui est grotesque. Enfin, écoutez, c'est la haine des Juifs quand même qui est au cœur de ça. C'est pas de la bêtise. C'est la haine des Juifs. C'est pas de la bêtise, c'est de l'antisémitisme. Faut dire aussi les choses. C'est pas n'importe quelle balance, c'est pas n'importe quel plateau. C'est quand même, si vous voulez, une haine rabique d'Israël et des Juifs. Quand on piétine le drapeau d'Israël, on piétine l'étoile de David. Si vous voulez, bien sûr. Il y a quand même une symbolique là-dedans. Écoutez, elle fait pas partie du gouvernement de Netanyahou. C'est pas juste une question de bêtise contemporaine. Et on peut pas se cacher derrière la bêtise pour justifier l'antisémitisme. Attendez, et Émeric Caron a dit qu'elle représentait le gouvernement israélien. Lui, ce n'est pas de la bêtise, c'est qu'il instrumentalise les choses pour... Non mais Philippe, on n'en est plus là. On va directement vers un affrontement, ce que certains annonçaient, et on va directement vers un affrontement. Quand est-ce qu'il aura lieu? Je n'en sais rien. Où il aura lieu? Je n'en sais rien. Mais il n'y a plus de discussion possible. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent la destruction d'Israël et la haine des Juifs. Et la haine des Juifs, bien sûr. Et ça commence comme ça. Après les Juifs, ce sera peut-être, et sans doute même, d'autres communautés qui seront visées. Donc nous y allons tout droit. Ils le sont déjà. Nous y allons tout droit. Et c'est ça la vérité. Et ceux qui ne veulent pas le voir, que cet affrontement arrive, ce qui se passe en Belgique, ce qui se passe déjà partout, etc. Voilà. Nous y allons tout droit. J'aimerais faire deux petites remarques. La première, c'est que quand on voit des gens huer, détruire, vouloir, comme on dit aujourd'hui, silencier une œuvre d'art, quel que soit le motif, c'est toujours une sorte de prélude de prodrome à la barbarie. On ne peut pas citer un seul événement dans l'histoire où des meutes se sont mises à vouloir brûler, détruire quelque chose qui relève de l'art, une chanson, un roman, un livre, etc. Les films. Et que ce soit un film, et que ça inaugure d'une bonne, si vous voulez, direction politique. Premièrement. Deuxièmement, comme l'a dit Gauthier, cette chanson était un hommage, enfin c'était un peu le message caché, au festival Nova, qui était un festival de paix,
d'une société civile, sans faire des clichés, mais disons entre guillemets plutôt de gauche, ou en tout cas plutôt pour l'ouverture, plutôt contestataire du gouvernement israélien, qui faisait ce festival en octobre pour précisément célébrer la paix entre les peuples, la paix entre les religions, la paix entre les cultures. Donc défendre le peuple palestinien en excluant des gens qui ont été d'abord massacrés, des civils qui ont été massacrés, qui ont été violés, enfin etc. On sait ce qui s'est passé le 7 octobre, mais qui représentent, si vous voulez, la seule perspective de paix dans la région. En tout cas, la paix ne pourra pas se faire sans eux. C'est évidemment plus qu'un paradoxe. On va écouter Julien Baloul, que vous avez entendu déjà avec Chana Lousteau tout à l'heure et qui rappelle certains éléments. On a même appris que le chef du Shin Bet, donc c'est le service de renseignement israélien, le Shin Bet, le Shabak, qui s'est rendu lui-même sur place pour coordonner la sécurité de la délégation israélienne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le chef des services de renseignement en personne qui vient en amont pour assurer la sécurité. C'est pas la première fois, c'était également le cas dans le passé. C'est pas la première fois que des délégations israéliennes sont autant menacées, mais c'est vrai que cette année c'est particulièrement violent. Tout simplement électoraliste, on le sait, c'est pour obtenir des voix avant les élections européennes. Ils pensent que ça va les rendre populaires de taper sur Israël, de taper sur une participation israélienne. Ils pensent que, faut être sérieux. Les Français ont que ça à faire d'entendre parler d'Israël à l'Eurovision. Non mais soyons sérieux. La vidéo de Mathilde Panot avec une musique triste derrière qui appelle à exclure Israël de l'Eurovision, c'est pourquoi ça les préoccupations des Français. Sérieusement, avec ce qui s'est passé hier soir encore avec 2 policiers qui ont été attaqués, c'est ça les préoccupations du Français, c'est la candidate d'Israël à l'Eurovision. Soyons sérieux, c'est purement électoraliste. Il faut voir le dispositif de sécurité qui est mis en place. Elle ne peut pas quitter sa chambre d'hôtel quand elle ne va pas au concours. Il y a des policiers norvégiens, il y a des policiers danois. Comme vient de le dire Julien Baoul, il y a le service de renseignement israélien sur place. Il y a un hélicoptère, il y a 6 motos, il y a 12 voitures. Les policiers sont armés d'armes lourdes. Il y a des drones. Son convoi qui l'emmène au concours, on a l'impression que c'est le convoi d'un président ou d'un Premier ministre en visite. Voilà, c'est ça qui se passe autour de cette jeune fille qui vient simplement chanter pour rendre hommage à des jeunes qui sont morts et, comme le disait Nathan, qui militaient pour la paix. Donc il y a un risque d'intégrité physique à sa personne, c'est ça qui... Hier, on était avec Christophe Barbier qui disait l'histoire est tragique, mais surtout la séquence qu'on avait vécue entre 1945 et 2000, en fait, c'est l'exception. C'est l'exception, c'est une parenthèse enchantée. C'est-à-dire que c'est la première fois et peut-être la dernière fois que l'Europe a été en paix. Et l'Europe est beaucoup d'endroits du monde. Et qu'aujourd'hui, nous revenons à quelque chose qui est l'histoire des hommes. C'était ce que disait Christophe Barbier. Vous avez raison, et comme en tous les cas, pour nous en 40, si vous voulez, on n'est pas prêt, on se soumet. Vous dites que le conflit aura lieu, sauf si on est dans un scénario à la Walter. Et c'est des minorités, hein. Oui, le conflit aura lieu, c'est des minorités, hein, sauf si ces minorités gagnent sans conflit. Sauf si on se soumet. Sauf surtout si on ne veut pas les voir, sauf si on se cache les yeux. Vous avez raison, ça fait partie de la soumission. Bien sûr, je répète, bien sûr, mais l'histoire est faite par les minorités, comme chacun sait. Raphaël Enthoven, je vous propose d'aller voir son compte internet, Twitter, qui est très intéressant. Il a écrit « Pourquoi Rima Hassan a-t-elle raison techniquement de se présenter comme réfugiée palestinienne alors qu'elle n'a jamais eu à chercher de refuge nulle part? Pourquoi les Arabes palestiniens sont-ils les seuls à jouir d'un statut de réfugié transmissible de génération en génération? Que vaut le projet d'un État binational? À quelles conditions peut-on présenter le sionisme comme un projet colonial? Y a-t-il un peuple palestinien avant 1948? Quand et comment la Judée fut-elle rebaptisée la Palestine? Pourquoi Léon Blum fut-il qualifié de jument palestinienne par la presse d'extrême droite? Quel est le rôle des États arabes dans l'émergence d'un nationalisme palestinien, etc., etc. Et il renvoie à une vidéo que vous trouverez sur son compte Twitter. Et là encore, c'est intéressant d'écouter cette vidéo. Benjamin Netanyahou a pris la parole. Il est combatif, cette fois-ci, sur ce qui se passe sur son sol, au moment où Joe Biden a exprimé la volonté de ne plus envoyer d'armes si les Israéliens entraient dans Rafah. Écoutons Benjamin Netanyahou. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus forts. Nous sommes déterminés et unis pour vaincre nos ennemis et ceux qui cherchent à nous nuire. Si nous devons tenir seuls, nous tiendrons seuls. Je l'ai déjà dit, s'il le faut, nous combattrons avec nos ongles. J'ai dit de ne plus envoyer d'armes. Je précise un certain
type d'armes, et notamment armes lourdes, que n'enverrait plus Biden. Gilles Kepel était avec nous tout à l'heure. Je vous propose d'écouter son analyse. Il était avec Romain Desarbres. Dans le camp démocrate, vous avez aujourd'hui des groupes qui sont en conflit, un peu comme dans la coalition qui soutient Netanyahou, toutes choses égales par ailleurs. D'un côté, vous avez ce qu'on appelle la jeunesse universitaire, l'aile gauche du parti, diverses, on appelle les minorités aux États-Unis, notamment un certain nombre de personnes d'origine arabe, dans des États clés, des swing states, des États bascules comme le Michigan par exemple, qui mettent la pression et qui disent si jamais Netanyahou continue à recevoir des armes offensives qui permettent à Israël de tuer les Palestiniens, des armes américaines comme ces fameuses bombes de 1 tonne et 1 demi-tonne dont on a beaucoup parlé ces temps-ci, alors nous ne voterons pas pour Biden à la présidentielle. Nous nous abstiendrons. Oui. Nathan Dever. À mon avis, c'est un aspect qui est discutable. Ça veut dire que dans le gouvernement israélien actuel, il y a un certain nombre de gens qui pensent que l'avis des alliés, les États-Unis, l'Europe, etc., ne compte pas. Israël alone, Israël tout seul, et même si tous nos amis estiment qu'on a tort et veulent couper les liens, etc., eh bien nous continuons dans notre chemin. Ça pose un problème, je pense, d'abord de réelle politique, parce qu'on fait toujours de la politique avec des alliés. Ça pose un problème aussi de ne pas vouloir écouter la parole des États amis. Moi, je trouve que ce que peut dire, par exemple, Joe Biden, alors évidemment, je ne suis pas naïf sur le fait qu'il y a des pressions, électorales, etc., mais ce que peut dire Joe Biden, qui a toujours été absolument parfait après le 7 octobre, qui n'a absolument pas été dans la dénégation, dans la relativisation, qui est allé en Israël en ami, qui a soutenu ce pays, etc. Ce qu'il peut dire en matière de vision de la région, de vision des droits humains, etc., c'est pas une parole qui doit être totalement balayée. Et je pense que les gens qui font ça dans le gouvernement peuvent aussi mettre en danger. Elisabeth Lévy, peut-être pour conclure sur ce sujet. D'abord, je crois que c'est Gilles Kepel qui l'a rappelé. Joe Biden n'a pas dit si les Israéliens entrent dans Rafah, il a dit s'il faut une offensive massive. Donc, si. C'est une traduction. Mais non, je vous assure, en diplomatie, ce genre de choses compte. Ça veut dire qu'il y a déjà eu des petites entrées dans Rafah, et je pense que la deuxième chose, c'est que je ne crois absolument pas que c'est pas les amis, les alliés, etc., c'est les Américains. Stop. C'est-à-dire que si Joe Biden prend son téléphone, parce que nous, on voit ce qui se passe devant les caméras, on ne voit pas ce qui se passe dans les coulisses. Si Joe Biden dit à Israël, vous devez arrêter, vraiment, ils le feront en réalité. Netanyahou joue ces dernières minutes où il peut continuer. Les Israéliens ne peuvent pas du tout se fâcher avec les Américains, c'est impossible. Bon, la phrase claire de Biden, il dit, je l'ai dit clairement à Bibi, dit-il, et au cabinet de guerre, ils n'auront pas notre soutien s'ils vont dans les centres de population. Je suis désolé, Elisabeth. Évidemment, il pense à l'aile gauche des démocrates. Mais il y a déjà eu... Rafah, c'est la clé. Il y a une zone de Rafah, si vous voulez, qui est la zone de frontière avec l'Égypte. Les Israéliens ont pris possession de cette zone il y a 2 jours. Bon, donc, voilà ce que nous ça devient un argument de campagne, puisque Donald Trump a dit que maintenant Biden était un allié du Hamas. Donc ça devient ce que nous pouvions dire à la fois sur l'Eurovision, sur ce qui se passe aujourd'hui en Israël, sauf si vous voulez ajouter quelque chose sur ce sujet. Donc nous pouvons évoquer ce commissariat du 13e arrondissement avec 2 policiers blessés par un homme qui était en garde à vue. 2 policiers ont été blessés par balle hier soir dans le commissariat central du 13e arrondissement de Paris par un homme qui s'est emparé de l'arme d'un fonctionnaire. Laurent Nunez s'est immédiatement rendu sur place, c'est le préfet de police. Je vous propose de voir le rappel des faits avec Maxime Leguet. C'est aux alentours de 22h30 hier soir que le drame a eu lieu. Alors qu'une équipe de police a interpellé un individu auteur d'une agression au cutter d'une femme, les policiers prennent en charge l'agresseur dans ce commissariat du 13e arrondissement de Paris. Une fois à l'intérieur des locaux, ce dernier subtilise l'arme d'un des fonctionnaires et tire sur les agents de police. Nous avons donc 2 fonctionnaires de police qui ont été blessés gravement, qui ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers de Paris, d'abord par leurs collègues, dont je veux saluer évidemment le courage, et par les sapeurs-pompiers de Paris qui ont pris immédiatement en charge nos 2 fonctionnaires de police qui sont gravement blessés, qui ont été évacués immédiatement vers les hôpitaux. Le pronostic vital de l'un des policiers est engagé. L'agresseur a également été blessé par un tir de riposte au thorax et conduit à l'hôpital. Sur place, un des témoins raconte le vent de panique qui a gagné le quartier. Ça courait partout en fait.
Ça courait partout. C'est facile, ça courait partout. Nous, au début, on croyait que c'était le feu. Parce qu'on voit 2 voitures de pompiers arriver. On croyait que c'était le feu. Mais en fin de compte, non. On a vu le SAMU arriver, enfin 2 voitures, je crois. 1 ou 2 voitures de SAMU. Et ils sont tous arrêtés devant le commissariat. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes à ce stade, dont l'une pour tentative de meurtre sur la femme victime de l'agression à l'arme blanche. Une autre pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Vous avez entendu dans ce sujet un témoin qui était présent quasiment sur le lieu et je vous propose de l'écouter peut-être plus longuement. D'un coup, ça arrive partout, des pompiers, des flics, des voitures de SAMU, enfin tout d'un coup. Et je suis sorti dehors pour regarder ce qui s'est passé là-haut. Je voulais y aller, mais ils ont laissé personne passer. Personne. Ah, c'était archi impressionnant. Nous, au début, on croyait que c'était le feu, parce qu'on voit 2 voitures de pompiers arriver. On croyait que c'était le feu, mais en fin de compte, non. On a vu le SAMU arriver, enfin 2 voitures, je crois, 1 ou 2 voitures de SAMU, et ils sont tous arrêtés devant le commissariat. On l'a su après que c'était des collègues qui se sont fait tirer dessus. Ça courait partout, ils étaient là choqués, on savait même pas ce que c'était. On voulait leur demander, personne ne parlait, c'était horrible. C'est peut-être le moment de rappeler combien ce métier de policier est difficile sur le terrain et combien ces gens, pour vous, pour nous, risquent leur vie chaque jour. J'y vois la continuation surtout d'un processus qui est très angoissant. Longtemps, on a résisté à la police. Lors des interpellations, on ne voulait pas être placé en garde à vue, on détestait l'appréhension que la police opérait légitimement, ce qui a changé depuis des années. Et ce qui s'est passé à l'intérieur de ce commissariat le traduit, c'est le fait qu'aujourd'hui, les transgresseurs, ceux qui commettent des infractions, ont pris le dessus. Je veux dire, on donne des rendez-vous à la police à l'extérieur pour la frapper, pour la blesser. On n'hésite pas à prendre l'initiative de s'en prendre à elle. À l'intérieur d'un commissariat, eh bien, il y a des gens qui n'hésitent pas à s'emparer d'un cutter pour blesser les policiers. Non seulement il n'y a plus l'ombre d'un respect devant cette autorité légitime, mais je dirais même l'inverse, c'est-à-dire que les voyous ont pris le pouvoir. Maxime Leguet est sur place, on n'a aucune information sur l'état civil pour le moment de celui qui est agresseur, ni sur sa personnalité, ni même sur les motivations lorsqu'il avait été appréhendé. Pour le moment, nous ne savons rien. En revanche, je peux vous faire écouter Laurent Nunez, qui est le préfet de police, qui s'est rendu cette nuit et qui est intervenu. Aux alentours de 22h, donc nous avons eu un individu qui a agressé violemment dans un immeuble du quai de la gare une femme, ce qui a nécessité une intervention des policiers du commissariat du 13e arrondissement qui ont interpellé cet individu qui, encore une fois, s'est rendu coupable d'une agression très violente. Et ces policiers donc, sont intervenus, ont interpellé cet individu, puis l'ont ramené ici au commissariat du 13e pour une prise en charge. Et au moment de cette prise en charge, donc cet individu a subtilisé l'arme d'un fonctionnaire dont il a fait usage avant d'être neutralisé. Nous avons pu nous entretenir avec eux. Il y a beaucoup d'émotions donc suite à ces faits extrêmement graves. Et je veux évidemment aussi saluer leur courage, leur réactivité pour rapidement intervenir et puis prendre en charge leurs 2 collègues avant que les sapeurs-pompiers n'arrivent. Mais encore une fois, les sapeurs-pompiers sont arrivés très vite et nous avons évidemment une pensée pour nos 2 fonctionnaires de police blessés qui sont actuellement pris en charge dans les hôpitaux et nous sommes évidemment très préoccupés par leur état de santé et on souhaite vraiment qu'ils se rétablissent très vite. Ce qui me frappe vraiment, c'est que voilà un jeune homme qui est en garde à vue pour une agression au cutter contre une femme. Une agression au cutter. On peut imaginer que évidemment il risque une peine, mais que cette peine, si la femme n'était pas blessée, elle peut être, entre guillemets, légère, cette peine. Nous sommes d'accord. En France, oui. En France. Ah, oui, et il prend ce risque, c'est ça que je trouve absolument incroyable, de prendre un pistolet et de tuer un policier, donc de rester le restant de sa vie, à juste titre, en prison. Il ne restera pas le restant de sa vie. Ah, si vous tuez un policier aujourd'hui, vous n'en êtes pas loin, et tant mieux d'ailleurs. Oui, vous aurez une... Donc, non, mais si je peux me permettre, Pascal... Alors, vous le direz juste après la pause, parce qu'il est 9h25 malheureusement, et je cours chaque matin après le temps, et je cours surtout après Thomas Hill, comme tant de gens peut-être. Bonjour, cher Thomas, cher Thomas Hill. Bon, ça va mieux ?
Ça va très bien, je suis en pleine forme là, je suis totalement rétabli. Bah, écoutez, ça tombe bien, c'est vendredi, donc vous allez passer un bon week-end. Et on vous retrouve évidemment sur Antenne d'Europe 1 jusqu'à 11h. Merci Thomas.